Donc je te propose qu'on parle de la théière de Russell. Imagine qu'on décrète qu'il y a une théière en orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars, et à chaque fois que tu me dis bah écoute on n'arrive pas à l'observer, etc., tu dis ah mais c'est parce qu'elle est petite, c'est parce qu'elle bouge, parce qu'elle est en orbite, donc elle a une certaine vitesse qui fait que c'est difficile de l'observer, etc. Bah, en fait tu vas pas pouvoir me prouver que ce que je dis est faux, parce que je vais toujours avoir une bonne raison de t'expliquer pourquoi finalement t'arrives pas à l'observer, cette fameuse théière qui est en orbite, etc. La conclusion de cette théière, c'est donc Russell qui est un philosophe des sciences, Bertrand Russell, et qui dit qu'en fait c'est complètement insensé de croire quelque chose sous prétexte qu'il n'est pas possible de prouver sa non-existence. C'est une idée qui a été reprise après par le pastafarisme. Je sais pas si tu connais le pastafarisme, c'est cette sorte de pseudo-religion qui est pas vraiment une religion mais qui en est quand même une, qui a été mis en avant par un mouvement un peu pro-science. Le pastafarisme, c'est l'idée qu'il y a une sorte de dieu en spaghetti volant qui contrôlerait tout, qui est invisible, on n'arrive pas à le voir parce qu'il est tellement puissant, et dans lequel en fait à chaque fois que tu essayes de le voir, de l'observer avec des appareils électroniques, etc., en fait ce qu'il fait, c'est qu'il fait une attaque nouillesque, donc il t'attaque avec ses tentacules de nouilles et qui t'empêche de l'observer. Il a une action qui brouille tout ce qui pourrait l'observer. Et donc c'est un mouvement un peu satirique, un peu rigolo, et tu vois aux US et dans d'autres pays, ils militent pour faire reconnaître le pastafarisme en tant que religion. Donc il y a tout un truc un peu politique qui est assez rigolo et qui est satirique envers finalement la religion. Et si on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens en ligne qui essaient de te montrer l'inexistence, l'inefficience, qui essaient de te convaincre qu'une chose n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible de démontrer l'impossibilité d'une chose. C'est ce que nous apprend les sciences, c'est ce que nous apprend l'expérience de pensée là de Russell, du pastafarisme. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, notamment appliqué par exemple aux investissements. Si tu regardes le discours dominant sur les investissements aujourd'hui en ligne, tout le monde te dit la même banalité, c'est que ça sert à rien de ce qu'on appelle faire du stock picking, c'est-à-dire de choisir des actions individuellement, mais il faut acheter des ETF qui sont des paniers d'actions et donc qui répliquent le marché entre guillemets global, parce que c'est pas possible de faire mieux, parce que ils te disent que selon les études, 90-95% des gérants ne surperforment pas l'indice, etc. Et que donc ça serait complètement idiot en tant que petit noob, que petit inexpérimenté, etc., de faire ce travail-là parce qu'il est impossible de faire mieux. Et donc il faut, alors on les appelle les notaires de province, qui t'expliquent qu'il faut acheter un ETF capitalisant sur le MSCI World tous les mois de manière comme ça pendant 30 ans. Au-delà du fait que c'est extrêmement chiant, en fait ça illustre hyper bien notre principe de la théière de Russell, selon lequel c'est pas à eux de dire qu'une chose est impossible, puisque c'est scientifiquement impossible de démontrer l'impossibilité. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce discours-là, mais il est complètement partagé, c'est-à-dire que allez, 90% des gens sont brainwashés par cette idée-là, et je me dis mais les gens n'ont aucun discernement, aucun esprit critique, ils se font avoir par des concepts religieux déguisés sous forme de rationalité. Je trouve ça incroyable. Ça me fait penser quelque chose, deux choses. D'une part, en ce moment, nous entre praticiennes, on est en pleine discussion sur le wokisme avec Evergreen. Enfin voilà, il y a eu des histoires dans une université américaine et une conclusion d'un échange un petit peu houleux entre un professeur qui essayait d'argumenter, enfin de faire raisonner l'autre, le wokiste, voilà, sur ce qui se passait. Et la conclusion de la discussion faite par le wokiste, c'est que la logique est raciste. Voilà, donc pour synthétiser un peu l'affaire. Et donc l'idée, un des principes qui sous-tendent, enfin si on peut appeler ça des principes, qui sous-tendent le wokisme, en fait c'est une sorte de religion, quoi. Et d'ailleurs, il y a une personne, le professeur Bronstein, qui parle de ça très bien, très clairement. Il dit que c'est justement parce que c'est absurde qu'on va y croire. Voilà, et j'aime bien cette idée-là. Parce que tu disais qu'on ne peut pas démontrer l'impossibilité d'une chose, et que en réalité c'est à ceux qui défendent la possibilité de cette chose-là de démontrer cette possibilité. Démontrer l'impossibilité, c'est impossible, c'est absurde. Tu as cité les États-Unis qui ont l'air, à mon avis, qui ont l'air très friands de ce genre de choses. Je remarque qu'aux États-Unis, t'as le pastafarisme, t'as le wokisme en ce moment, t'as des thèses comme ça qui sortent de temps en temps, qui font force du nombre et qui sont assez virulentes. Alors quand c'est satirique, ça va, ça passe, il y a une recherche, une réflexion, mais cette absurdité est parfois utilisée simplement d'une façon religieuse ou dogmatique et n'est là que pour imposer des thèses farfelues et à faire croire des choses assez
faire croire à ces choses farfelues. Est-ce que tu peux donner l'exemple d'une de ces thèses, par exemple? Par exemple, ce qui compose les wokistes, c'est a priori, alors, on sait même pas, parce qu'il y a des blancs qui considèrent que les noirs ne devraient pas être traités comme des noirs, et donc ils vont aller accuser les blancs de racisme. Ces gens-là ce qui accusent sont des blancs. Dans l'idée du wokisme, il y a l'idée d'une espèce de responsabilité collective de par une forme d'appartenance. C'est vrai que le racisme existe, tu peux pas le nier, qu'il y a des conséquences. Imagine que t'es noir demain, tu vas avoir une vie qui est différente d'un blanc. T'es d'accord avec ça? Ouais. Par contre, ce qu'amène le wokisme, au-delà de la discussion et finalement de travailler sur le racisme en soi, c'est d'amener l'idée que en fait il y aurait une espèce de responsabilité collective, par exemple en tant que blanc, de perpétuer ça. Or, en fait, il n'y a pas de responsabilité collective. Il n'existe qu'une responsabilité individuelle. Il y a ce que tu fais au quotidien, mais toi, moi, tu vois, par exemple comme Français, né en France, est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de tel pays avec lequel on serait en guerre, etc. Non, on n'est pas. Cette responsabilité collective n'existe pas. Ça serait comme accuser les Allemands, par exemple. Alors, on revient au point Godwin, parler de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est un peu ça, tu vois. Ça serait, par exemple, mettre dans l'inconscient que quand t'es allemand, d'une certaine manière, t'es responsable de ce qui s'est passé. Non, t'es pas responsable, toi, individuellement. T'as pas agi là-dedans, même si peut-être que ton arrière-grand-père a participé au truc. Bah d'ailleurs, tu peux reprendre l'exemple actuel du noir aux États-Unis, George Floyd, qui a été tué par la police. Le wokisme, ça s'est vraiment inscrit à partir de cet événement-là. Ouais, il faudrait que tous les blancs de la planète payent ou se sentent coupables pour la mort de ce pauvre homme. On est parti un peu loin, mais si on essaye de revenir, finalement, qu'est-ce qui serait la thèse indémontrée? Est-ce que justement ça serait cette idée de responsabilité, que on a une responsabilité collective, donc non racisée, tu vois, est-ce que c'est ça la thèse indémontrée, ou ça serait autre chose? Bah, je pense que là, le problème que ça nous pose, tu me diras si tu es d'accord, le problème que ça nous pose, c'est que les Blancs sont accusés de cette culpabilité-là, envers par exemple George Floyd, et donc on est mis en position de devoir démontrer l'inverse. Et donc aller démontrer qu'on n'est pas responsable de ça devient un peu compliqué. Alors ça pourrait tomber sous le sens, mais s'il s'agit vraiment de développer les arguments, c'est quand même délicat. On pourrait rétorquer, donc suivant l'argument de la théière de Russell, qu'il faudrait que ce soit les wokistes qui viennent argumenter, Exactement. Dire en quoi nous sommes responsables. Il y a une responsabilité qui est collective. Voilà. Bon, pour le coup, là, l'argument, enfin, le positionnement est absurde aussi, donc on se retrouve dans deux absurdités. Mais oui, pour le coup, on pourrait dire aussi que les wokistes sont dans l'impossibilité de démontrer la responsabilité. Mais bon, c'est eux qui accusent, quoi. Exactement. Bah, c'est celui qui accuse qui doit démontrer. Hein. C'est comme quand tu fais un procès. Si tu as quelque chose contre d'autres, tu dois prouver la culpabilité. Tu peux pas prouver ta non-culpabilité. C'est ça le principe appliqué. Est-ce que tu vois d'autres domaines, finalement, où aujourd'hui, il y a un problème de rationalité là-dessus? Oui, bah, je pourrais reprendre, là, c'est la deuxième idée je dirais le deuxième exemple que je voulais proposer. La semaine dernière, la semaine précédente, nous étions en séminaire donc de pratique philosophique et on s'est retrouvé justement à discuter. Alors par rapport à une peinture, on s'est retrouvé à discuter de la question de l'impossibilité de démontrer qu'il n'y a pas un élément dans un tableau. Exactement. Et donc là, le même problème, l'animateur qui va demander à un participant de justifier qu'il n'y a pas un tel élément dans le tableau, c'est impossible à faire. C'est une question absurde, une demande absurde de la part de l'animateur. Par contre, le participant qui a proposé qu'il y avait tel élément dans le tableau, il peut aller donner des arguments pour. Quand je faisais des études de philo, j'avais lu un bouquin de philosophie de l'esprit qui était assez accessible. Je me souviens plus le nom du bouquin, c'était un bouquin en anglais, très très petit, 20-30 de pages, qui te montre que c'est impossible de démontrer que le solipsisme est faux. Donc c'est quoi l'idée du solipsisme? C'est qu'en fait, tu es le seul à exister et que tout ce qui est à l'extérieur de toi-même est finalement le fruit de ton imagination, de ton fantasme, et en fait que tu es le centre du monde à créer la réalité que tu vois. Et il faudrait que je retrouve le livre, mais c'était assez intéressant parce qu'on voyait des tentatives d'argumentation contre et à quel point en fait aucune ne pouvait démontrer que c'était vrai. Et donc, d'une certaine manière,
on n'a pas de raison de penser que c'est pas possible. C'est juste une espèce de croyance qu'on a décidé d'adopter parce qu'elle nous permet de fonctionner beaucoup mieux en société. Moi, j'invite à ceux qui écoutent cette vidéo de se demander là, tout de suite, parce qu'on est tous, c'est un biais cognitif de l'être humain, donc on est tous affectés à un moment de notre vie ou même sur un certain domaine, etc. On se laisse avoir par ce biais-là et c'est de se demander finalement qu'est-ce que j'ai pris pour vrai qui annonçait, qui décrétait qu'une chose est impossible. Cette question de la théière de Russell ouvre à différentes thématiques et entre autres dans la religion, vraiment la vraie, entre guillemets, la vraie religion. On a bien eu l'échange sur la preuve de l'existence de Dieu, mais c'était entre Kant et je sais plus qui. Mais tu vois, tu peux pas démontrer que Dieu n'existe pas. C'est ça qui c'est ça. C'est à ceux qui pensent que Dieu existe qui devraient le démontrer. La meilleure preuve de l'existence de Dieu, je trouve, c'est celle d'Heidegger. Alors évidemment, il parle pas de Dieu, il parle d'être et des temps, mais elle est extrêmement intéressante. Je te la reformule à ma sauce, parce que c'est pas ce qu'il dit exactement, mais en gros, toi, t'es un étant, c'est-à-dire que t'es un existant, t'es un objet parce que t'es pas un tout, t'es pas le tout, mais t'es quelque chose qui existe. Voilà, le fait que tu aies une expérience sensible de voir quelque chose, ça, on peut pas nier que tu vis une expérience. Imaginons qu'il y a des théories de la simulation, par exemple, qu'on est dans une forme de simulation complète et autres, mais même si c'est vrai, admettons qu'on soit dans une simulation de virtualité de je sais pas quoi, on est tous branchés à un ordinateur. Le fait que toi aujourd'hui, là, tu es en train de discuter avec moi, que tu vois, que tu entends, etc., tu as une expérience sensible, donc il y a une forme d'existence. S'il y a une forme d'existence, donc s'il y a une partie, il y a forcément un tout. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un existant, il faut bien que l'existence existe. Pour que tu aies, il faut qu'il y ait l'être. Il faut qu'il y ait quelque chose dont les contours englobent la multitude de ce qui existe. Ouais, c'est l'antinomie philosophique du un et du multiple, ou l'autre antinomie du tout et de la partie. Voilà, donc s'il y a un multiple, il y a un 1. Voilà, donc l'un existe. J'ai une discussion avec un proche là, qui s'est plongé dans des vidéos sur la théorie de la simulation, comme quand on vivrait dans une forme de simulation et que voilà, il y a peut-être des éléments qui le montrent, etc. Qu'en tout cas, on peut pas démontrer que c'est pas le cas. Et je lui dis, mais ton truc, il est tout pourri. Et il était vraiment affecté existentiellement par cette théorie à remettre en cause, etc. Et je lui disais, mais attends, je lui parle de la théorie de Russell, comme quoi, voilà, tu peux pas démontrer qu'en effet on n'est pas dans une simulation, mais on n'a pas de raison d'y penser, donc pourquoi essayer de se plonger en pensant que c'est vrai alors que en fait c'est juste quelque chose que tu peux pas démontrer l'inexistence. Premier autodéfense intellectuelle, je me fais pas affecter par ce truc là. Deuxième autodéfense intellectuelle, j'en remets une couche avec la théorie de l'être et les temps d'Heidegger et paf, et voilà, et je fais pas entrer dans mon cerveau des virus de la pensée qui parfois est aussi véhiculé. Bon, on en a parlé pour des questions politiques, des choses qui sont inhérentes par exemple dans le wokisme. Bien que tu vois, moi je suis peut-être assez woke, tu vois, sur certains trucs, parce qu'il y a des thèses un peu politiques qui m'intéressent, mais je reconnais que dans l'idéologie il y a un problème. Il y a certains points qui sont problématiques et ça c'est hyper important. Est-ce que c'est pas horrible que ta vie soit déterminée par des causes pour lesquelles t'en as pas conscience? Si tu commences à prendre pour vrai des choses qui n'ont aucune idée, tu vois, aucune raison de le porter pour vrai, ou si tu crois que des choses sont impossibles parce que justement t'as pas le discernement de voir que c'est de l'ordre du biais cognitif, finalement tu te retrouves dans ta vie et déterminé par des causes qui t'échappent. C'est quand même un peu horrible, quoi.